Bienvenue à nouveau sur Boîte Magique. Après avoir exploré 5 châtiments historiques d'une cruauté innommable, nous voilà de retour pour une deuxième série tout aussi saisissante. Cette fois, nous allons découvrir 5 autres punitions qui, chacune à sa manière, illustrent la noirceur dont l'humanité est parfois capable. Au fil des siècles, dans différentes cultures, on a vu des geôliers, des seigneurs de guerre ou des souverains inventer des méthodes effroyables pour briser physiquement et mentalement des prisonniers ou des condamnés. Comme précédemment, nous ne suivons pas un ordre particulier. L'horreur n'a pas toujours besoin d'être classée. Entre la fameuse corde, surnommée The Rack dans les écrits anglo-saxons, l'écrasement par éléphant, la peine romaine du pénaculei, la torture au rat dans sa version la plus sadique, et enfin, le gitting, nous allons plonger dans un univers où la souffrance et la peur étaient des armes de domination. Suis tranquillement, mais ne perds pas de vue que certains passages peuvent heurter. Il s'agit de faits historiques réels, et non d'une fiction macabre. Alors, prêt à replonger dans l'histoire sanglante et les recoins les plus sombres de l'imagination humaine? Attache ta ceinture. Voici 5 nouvelles punitions qui ont laissé une marque indélébile sur le passé. La corde ou le rack, étiré jusqu'à la rupture. Le rack, en français, la corde ou échelle d'étirement, c'est sans doute l'un des dispositifs de torture les plus célèbres de l'Europe médiévale et moderne. On l'appelle parfois la grande échelle, tant son apparence rappelle un assemblage de poutres et de rouleaux. Déjà, rien qu'en voyant le cadre en bois massif muni de manivelles et de cordes, on frissonne. Mais le principe est encore plus terrifiant. Il consiste à attacher les chevilles et les poignets du prisonnier à 2 extrémités distinctes, reliées par un mécanisme. En tournant une manivelle ou un levier, on tend progressivement ces cordes, jusqu'à ce que le corps du supplicié se distende de façon dramatique. La torture commence souvent doucement. On applique une légère tension, qui fait craquer les articulations. Le condamné ressent aussitôt une sensation de déchirement dans les épaules ou les hanches. Puis le bourreau procède par paliers, un demi-tour de manivelle supplémentaire, et la pression augmente, les muscles se tendent à l'extrême, les ligaments menacent de rompre. À chaque tour, le prisonnier pousse des cris de plus en plus intenses. Et le supplice n'a pas forcément de limite fixe. Il peut durer des heures, interrompu par des interrogatoires où l'on exige une confession, des noms, un aveu. Au-delà de la simple dislocation, certaines victimes finissaient par avoir les membres totalement séparés de leur tronc, dans des versions particulièrement sadiques de la torture. On cite, par exemple, l'histoire d'une jeune Anglaise, Anne d'Azu, en 1447, accusée d'hérésie parce qu'elle récitait des passages de la Bible hors du cadre imposé par l'Église catholique. Après de longues heures sur la corde, ses articulations étaient si disloquées qu'elle ne pouvait plus se mouvoir. À moitié inconsciente, elle fut transportée sur un siège avant d'être brûlée vive. Son crime, avoir refusé de dénoncer celle qui l'écoutait prêcher. Tragique illustration de l'acharnement religieux, où le rack servait aussi à purger les idées dissidentes. Officiellement, le rack n'était pas toujours censé tuer. Il visait plutôt à extorquer des informations. Mais dans la pratique, il arrivait que le bourreau aille trop loin, ou que le torturé, épuisé, succombe à des chocs internes, des hémorragies. Parfois, la victime était remise en cellule avec la plupart des membres disloqués, incapable de marcher ou de tenir une cuillère, ce qui venait à une forme de condamnation à mort lente, par infection ou par affaiblissement général. La corde est devenue l'emblème de la torture institutionnalisée, un objet imposant qu'on exhibait dans les donjons pour effrayer les visiteurs. Pendant la Renaissance, on en a fait grand usage, notamment en Angleterre sous Henri VIII ou Marie Ier. Mais d'autres pays, comme l'Espagne et la France, avaient aussi leur version locale. Quand on parcourt aujourd'hui les musées des instruments de torture, le rack attire toujours l'attention, car il symbolise la violence méthodique et l'ingénierie au service de la souffrance. Écrasement par éléphant. La puissance au service de la peur. Lorsqu'on parle d'éléphant, on imagine souvent la majesté de ce grand mammifère. Pourtant, dans plusieurs régions d'Asie, principalement l'Inde, l'éléphant a aussi servi d'instrument d'exécution. On dressait ces animaux pour piétiner les condamnés, parfois devant une foule rassemblée. L'animal, guidé par un cornac, écrasait la victime selon une chorégraphie plus ou moins rapide. Dans certains cas, le souverain ordonnait que l'exécution soit immédiate, un coup fatal sur le crâne. Dans d'autres, il préférait un spectacle plus cruel, faisant d'abord briser les membres. Pourquoi recourir à un éléphant? D'abord, pour l'effet de terreur. Il n'y a rien de plus impressionnant qu'une bête énorme obéissant docilement à un roi ou un général. Le message est clair. Ma puissance est telle que je peux contrôler l'animal le plus imposant, et je peux vous détruire à ma guise. Au XIXe siècle, des voyageurs européens ont rapporté des récits d'exécution publique où l'éléphant écrasait des dizaines de criminels en une seule journée, comme s'il s'agissait d'un divertissement macabre. À quel crime s'exposait-on en risquant la mort par l'éléphant? Il pouvait s'agir de vol, de non-paiement d'impôts, de rébellion. Parfois, le motif relevait de la simple convenance du dirigeant, qui s'ennuyait et recherchait un spectacle. Dans tous les cas, être condamné à cette peine signifiait une mort atroce, un piétinement qui broie les os, un écrasement de la cage thoracique, éventuellement répété pour achever la victime. Les éléphants bien dressés pouvaient aussi obtempérer en écrasant un bras,
puis un autre, avant de finir par la tête. Pour des Occidentaux qui découvraient l'Inde ou d'autres parties de l'Asie, ce rite paraissait à la fois barbare et fascinant. Mais il ne faut pas oublier que l'Europe recelait aussi des punitions tout aussi cruelles. Seule la mise en scène différait. Ici, l'animal, là, la machine. De toute façon, la finalité restait la même. Inspirer la peur absolue, prouver la supériorité du souverain et faire un exemple qui dissuaderait toute opposition. Penaculei, le sac fatal. La penaculei, littéralement peine du sac en latin, apparaît dans la Rome antique pour punir un crime précis, le parricide, c'est-à-dire le meurtre d'un parent, notamment le père. Aux yeux des Romains, tuer son père était l'ultime transgression, un acte de lèse-majesté familiale. Ils ont donc concocté une punition aussi théâtrale que cruelle, enfermer le coupable dans un sac, en y ajoutant quelques animaux pour lui tenir compagnie. La version la plus courante mentionne un coq, un chien, une vipère, et parfois un singe. Tous étaient glissés vivants dans le sac, aux côtés du condamné, avant qu'on ne couse le tout fermement. Puis, on jetait ce sac à l'eau, un fleuve, un lac, voire la mer. Imagine l'horreur, enfermé dans un espace confiné, avec un chien enragé, un coq affolé, un serpent qui mord et un singe qui panique, le criminel se retrouvait pris dans une lutte de survie impossible. La rapidité de la noyade pouvait, en théorie, abréger le supplice, mais ce n'était pas toujours le cas. Parfois, on laissait le sac flotter un moment pour que la panique interne s'exprime sous les hurlements du chien et les cris du singe. Les Romains pensaient que c'était la plus juste atonement pour celui qui avait commis le pire crime familial. Étonnamment, la penaculei n'a pas totalement disparu avec la chute de Rome. On trouve des traces de pratiques similaires à des époques plus tardives, parfois avec des variantes d'animaux. L'idée restait d'utiliser le chaos animal pour punir l'assassin d'un père ou d'une mère. Ce mélange d'exotisme, plusieurs bêtes dans un même sac, et d'humiliation, on te jette ensuite à l'eau, fait de la penaculei un exemple frappant de la mentalité punitive romaine. La mort devait être une scène marquante, dotée d'une symbolique forte. Le criminel, tel un monstre, s'empêtre avec d'autres créatures maudites. La torture au rat. On a déjà parlé du donjon au rat, où ces rongeurs s'acharnent sur un prisonnier enchaîné. Mais il existe une version plus élaborée et sadique de la torture au rat, mentionnée dans ces récits européens du XVIe siècle, et plus tard durant des dictatures sud-américaines du XXe siècle. Au lieu de laisser les rats venir d'eux-mêmes, on les canalise avec un récipient, un pot, un bol en terre cuite ou un seau, retourné sur le ventre ou la poitrine du prisonnier. Pour pousser le rat à creuser, on chauffe le récipient par le dessus. On y applique un charbon ardent ou une torche. Le rat, affolé par la chaleur, cherche à fuir. Or, la seule issue est le corps du captif, en dessous. Le rongeur commence alors à ronger la peau et la chair pour se frayer un chemin. La douleur est indescriptible, et la panique s'installe à la fois chez le rat et chez la victime. Dans certaines variantes, on place cet ustensile sur le visage, ou encore sur l'abdomen, parfois même sur les parties intimes. La souffrance physique se double d'une angoisse psychologique majeure. Le prisonnier voit, ou sent, la bête s'approcher, c'est qu'elle va le percer de l'intérieur. Des officiers, pour briser un suspect, faisaient monter la température par étapes, alternant interrogatoire et menace d'une nouvelle chauffe. Ce concept n'est pas resté cantonné aux brumes du Moyen-Âge ou de la Renaissance. Des témoignages, sous certaines dictatures du XXe siècle, évoquent une version plus sinistre, un tube inséré dans le rectum, avec un rat contraint de creuser. D'autres exemples parlent d'une boîte attachée autour de la tête. Dans tous les cas, l'objectif restait le même. Exploiter la terreur la plus viscérale, celle de se faire dévorer de l'intérieur. Cette torture demeure l'un des symboles d'un sadisme calculé. On n'utilise pas seulement l'environnement, comme dans le donjon, on manipule un animal pour qu'il devienne l'agent d'une souffrance abominable. Preuve, s'il en fallait, que la cruauté ne connaît pas de limite chronologique. Le jitting, la cage pour mourir ou pour punir. Le mot jitting, ou gibtin en anglais, désigne à la fois l'action et l'appareil utilisé pour exposer un condamné en hauteur, prisonnier d'une armature métallique. Dans plusieurs pays d'Europe, Angleterre, Allemagne, France, etc., on a eu recours à ce procédé pour punir meurtriers, voleurs ou pirates. Le concept, forger une cage ajustée à la forme du corps d'un homme, le placer dedans, et suspendre le tout à un poteau ou une potence, bien en vue. La question se pose, était-il mort quand on l'enfermait dans la cage? Parfois oui, on pendait d'abord la personne, puis on l'y plaçait. Mais il existait des cas où le criminel était encore vivant, condamné à mourir de faim et de soif, exposé aux intempéries, aux corbeaux qui venaient picorer. Sur les ports, comme à Boston, des pirates étaient exhibés de la sorte pour dissuader tout marin tentant l'aventure illicite. On parle de jitting, car le terme en vieux français gibet ou G a donné lieu à gibet en anglais, qui désigne un système de potence. L'idée est la même, rendre la mort la plus visible possible afin que chaque passant comprenne la gravité du crime. Dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, le Murder Act, 1752, prévoyait que les meurtriers soient soit dissectés publiquement, soit placés dans ces cages. La cage n'était pas seulement une peine capitale, c'était aussi un moyen de prolonger la souffrance ou l'humiliation post-mortem. Les ossements pouvaient rester là des mois, voire des années, se décomposant au fil du temps.
Les textes décrivent des campagnes où l'on trouvait des gibets au détour d'une route, le squelette grinçant dans son armature métallique, la peau pourrissant lentement. L'odeur se répandait, et la peur aussi. Le condamné, oublié là-haut, devenait un épouvantail pour tous. Cette pratique a lentement disparu au XIXe siècle, jugée trop choquante pour les sensibilités modernes. Mais elle a quand même marqué les mentalités. On imagine le malaise des habitants devant passer tous les jours sous un cadavre suspendu, se rappelant que la justice de l'époque ne plaisantait pas. Nous venons de parcourir 5 châtiments qui, à première vue, défient l'entendement. Entre la corde, le rack, qui disloque lentement les membres, l'écrasement par un éléphant qui célèbre la toute-puissance du souverain, la peine de pénaculeil où l'on partage son dernier soupir avec un coq, un chien et un serpent, la torture aura encore plus sadique que le donjon infesté, et enfin le jitting, où l'on meurt sous le regard terrifié des passants. Chacun de ces supplices raconte une facette spécifique de la cruauté. Ces exécutions ou tortures n'étaient pas des actes de folie isolés. Elles étaient codifiées, officielles, parfois cautionnées par la loi ou la religion. La société voyait dans la brutalité un moyen de dissuasion. Qui oserait commettre un crime, sachant qu'il pourrait finir exposé à l'éléphant, au rat ou dans une cage en plein soleil? Pourtant, on constate que la souffrance n'engendrait pas toujours la paix. Souvent, elle nourrit la rancéure, la révolte ou la résignation totale. Lorsque tu imagines un homme traîné sous la quille d'un navire, quelle aux lignes, ou un autre disloqué sur le rack, c'est la peur qui s'installe, pas seulement chez le condamné, mais aussi chez ceux qui observent. Les gouvernants de l'époque en étaient conscients. Inspirer la peur, c'était maintenir l'ordre. Mais ce faisant, ils créaient un climat de terreur permanente. Les gens redoutaient de tomber dans le moindre faux pas, qu'il s'agisse d'un délit, d'une dette impayée, ou d'une opinion contraire à la religion en place. Aujourd'hui, beaucoup de pays ont aboli la peine de mort, et la torture est officiellement prohibée par des conventions internationales. Pourtant, l'histoire nous apprend à rester vigilants. Dans des contextes de guerre ou de dictature, on a vu ressurgir des pratiques qui rappellent certains de ces supplices, sous d'autres formes, électricité, choc, humiliation, etc. La soif de violence n'a pas disparu de l'humanité. Elle se transforme, s'adapte, se dissimule parfois. C'est en se souvenant de ces horreurs qu'on peut refuser de retomber dans de telles dérives. Si ces récits donnaient des frissons, c'est le signe qu'ils ont de quoi alimenter notre réflexion. Comment l'humanité a-t-elle pu en arriver là? Quelle valeur justifiait de tels traitements? Peut-on réellement dire que c'était une autre époque, une autre mentalité? Aujourd'hui, la cruauté extrême se retrouve dans d'autres contextes, guerre civile, terrorisme, cartel, et il nous incombe de l'analyser avec lucidité. Comprendre ces punitions, c'est saisir jusqu'où la soif de pouvoir ou la vengeance peuvent pousser les hommes. Merci d'avoir accompagné Boîte Magique pour ce second volet de châtiments historiques effrayants. Dis-nous en commentaire lequel t'a le plus marqué ou révolté. Et si tu as le cœur bien accroché, n'hésite pas à t'abonner pour découvrir d'autres pans méconnus, et parfois bien sombres, de l'histoire. Car plus on regarde le passé en face, mieux on peut appréhender le présent et le futur, pour éviter que de telles atrocités ne ressurgissent. Reste avec nous pour de nouveaux épisodes toujours plus saisissants. L'histoire a encore bien des secrets à révéler, et nous sommes là pour te les faire découvrir. À très bientôt, et merci de nous avoir suivis jusqu'ici.